Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot. Bonjour à toutes et à tous. 10 films qui ont changé le monde. 3e épisode. De début des 400 coups, il y a des vues de Paris en travelling avec souvent la Tour Eiffel au fond et puis sous la Tour Eiffel, un carton, mise en scène François Truffaut qui est en 1959, Antoine Debec, ce jeune homme de 27 ans qui s'est déjà fait beaucoup d'ennemis et qu'on attend au tournant. Vous avez sous les yeux la biographie que vous avez co-signée avec Serge Toubiana, c'était déjà en 1996. Qui est François Truffaut à l'époque ? Bon, c'est un jeune homme un peu fougueux qui a envie de faire son premier film, mais c'est déjà quelqu'un qui est dans le milieu, en tout cas assez célèbre, pour être un jeune critique très virulent, très polémique. Donc il s'est fait beaucoup d'ennemis, qui a beaucoup d'alliés aussi. Donc il est jeune critique au Cahier du cinéma, puis il y a Art. Art, c'est un peu la grande tribune de la hebdomadaire de la presse culturelle. Et Truffaut, il a occupé les unes, les premières, les gros titres de une pour dénoncer le cinéma français. C'est voilà son cinéma qui juge guindé, ce cinéma de qualité, comme il dit, la qualité française. Et quelques mois avant de tourner les 400 coups, Truffaut a encore tiré à boulet rouge sur le Festival de Cannes. Il était en mai 58 au Festival de Cannes. Il signe fièrement le seul journaliste non accrédité. Voilà, il y est un peu clandestinement, il est puni. Donc voilà, le Festival de Cannes lui fait payer c'est une vengeresse contre le jury, contre la corruption dans le cinéma français. Voilà, c'est un petit peu ça aussi le portrait de Truffaut. Il est attendu au tournant. Ça c'est sûr par la profession. Anne Gillin, vous avez reçu dans Plan Large pour votre ouvrage Tout Truffaut, 23 films pour comprendre l'homme et le cinéaste. Et pour comprendre l'homme et le cinéaste, il faut peut-être aussi regarder le carton qu'il y a juste après mise en scène François Truffaut. La mort d'André Bazin. Voilà, le film est dédié à André Bazin qui est mort le premier jour du tournage. Oui, et qui était une figure absolument essentielle dans la vie de Truffaut, évidemment, puisqu'il l'a recueilli lorsqu'il a été a été mis en prison par ses parents, enfin dans un centre pour délinquants, et Bazin a accepté de le prendre en charge légalement, ce qui était un geste quand même très important et qui l'engageait beaucoup. Et d'ailleurs, je lisais là que il avait consulté, il avait beaucoup hésité à le faire. À l'époque, Truffaut avait 16 ans, je crois, quand il l'a pris chez lui. Donc, il l'a recueilli, lui et sa femme. Et il l'a formé essentiellement. C'était un chien fou qui était rempli de savoir, de connaissances, mais qui n'était jamais passé par un système scolaire. Et ses premiers articles, il les a faits sous la tutelle de Bazin. Et si je peux revenir sur le générique, c'était à l'origine un court-métrage que Truffaut avait fait, et c'était l'histoire d'un chauffeur de taxi qui cherchait la Tour Eiffel et qui tourne. En fait, c'est concentrique. C'est un peu comme le rotor par la suite. On le verra, c'est une des grandes figures du film, c'est le cercle. Et au début et à la fin du film, on a donc la recherche et la réunion avec un objet mythique, la Tour Eiffel, la mer. Et c'est une des grandes forces de Truffaut, c'est de travailler avec des figures, des symboles qui vont toucher absolument universel, voilà, à nature universelle. Alors quand Truffaut arrive sur le tournage des 400 coups, il n'en est pas à son premier essai. Antoine Debec, il a déjà tourné un court-métrage très remarqué, Les Mistons, qui est intéressant à 2 titres. D'abord parce qu'il y a des enfants déjà dans ce film. Oui, Les Mistons, c'est l'adaptation d'un court récit de Maurice Pons que Truffaut a tourné pendant le mois d'août 57, donc un peu plus d'un an avant les 400 coups, et qui est effectivement une histoire d'enfant. Miston, ça veut dire jeunes gens, un peu jeune garnement dans le patois cévenol de Maurice Pons. Et donc Truffaut a tenu à faire ce film à la fois parce qu'il y a
ce rapport à l'enfance, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, quand avec l'aide du Midi Libre, Truffaut cherche ses enfants, cherche ses mistons, il procède à peu près de la même manière qu'il procédera pour les 400 coups, pour trouver ses acteurs. Donc il convoque comme ça la jeunesse de ses enfants d'une dizaine d'années de Nîmes, hein, dans les bureaux du journal, et il parle avec eux, il les forme en quelque sorte, et puis il va trouver ces 5 mistons, ces 5 jeunes garnements qu'il va mettre en contact, mettre en rivalité même avec Gérard Blain, qui joue le rôle principal masculin, et puis la femme de Gérard Blain qui s'improvise vraiment sur le tournage, une jeune actrice tout à fait convaincante et qui enthousiasme Truffaut, qui est Bernadette Lafont. Donc voilà, l'émission est important à la fois parce que c'est une première expérience et que ça permet à Truffaut en quelque sorte de prouver, de se poser, voilà, comme un apprenti cinéaste qu'il est à ce moment-là. Et puis, d'autre part, c'est la rencontre de Bernadette Lafont. Alors Bernadette Lafont, avec qui, normalement, il aurait dû faire son premier film. Anne Gillin, Les 400 coups n'aurait pas dû être le premier film de François Truffaut. Il y avait un film qui s'appelait Tanchot. Tanchot, oui. L'idée, c'était de faire un film dans le même esprit que Vadim, qui avait tellement de succès à l'époque avec Dieu créa la flamme. Donc c'était une des histoires d'amour pendant un été. Pour Truffaut et pour tous les films de Truffaut, il y a un trésor, je pense qu'il faut en parler, ce sont ses archives. Hein. C'est peut-être les plus belles archives d'un cinéaste au monde. Déposées à la Cinémathèque française. Elles sont désormais à la Cinémathèque française depuis une vingtaine d'années. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement impressionnant, hein, de voir un artiste comme ça qui gardait absolument tout. Et donc on a sur chaque film, sur chaque essai, sur chaque projet, sur chaque ami ou amie de Truffaut, d'une correspondance, voilà, des documents qui sont extrêmement précieux, extrêmement précis. Et donc sur Tanchot, oui, on a le contrat qui passe avec Pierre Braunberger, donc voilà, l'ami Pierrot, hein, comme il le parle. Effectivement, c'est l'adaptation d'un roman qui a plutôt été un roman à succès qui s'appelle Tanchot de Jacques Cousseau, qui est paru 2 ans auparavant, qui raconte les amours d'été sur le mode à la fois coquin, érotique et un peu tragique, puisqu'il y a une histoire policière. Voilà, Truffaut le dit, Braunberger veut faire son et Dieu créa la femme en noir et blanc avec moi. Donc il y a quelque chose, voilà, de la commande et du film opportuniste. Hein. Truffaut veut faire un premier film et on a l'impression dans les contacts qu'il a, il avait même eu avant un contact pour faire un premier film écrit avec Jean Orange. Jean Orange, c'est le grand adversaire. Donc Truffaut va voir Orange et bon, ça ne peut pas se faire. C'est le scénariste de la qualité française par excellence. Donc il est quand même, voilà, c'est d'ailleurs comme ça que la presse le décrit à l'époque, hein, comme un jeune arriviste, hein, quelqu'un qui veut vraiment réussir. Et c'est vrai que Truffaut multiplie les projets. Après, je pense que les 400 coups, donc ce projet sur lequel il finit par s'arrêter, est tellement personnel qu'on peut pas imaginer que ce soit que Truffaut ait tourné un autre premier film. Vraiment, c'est tellement ça va devenir tellement aussi le prototype, l'archétype du premier film que c'est inimaginable que Truffaut tourne autre chose pour commencer que les 400 coups. Mais voilà, les archives montrent que il y a un contexte, il y a une vie et que Truffaut était vraiment très très désireux de tourner. Angela ? Non, j'allais dire à propos de l'expérience des Mistons, il dit que ça l'a beaucoup marqué parce qu'il s'est rendu compte que quand il travaillait avec les enfants, il était complètement à l'aise, il savait exactement ce qu'il faisait, il n'y avait aucune fausse note. Il était beaucoup plus à l'aise avec eux qu'avec le couple adulte. Et je crois, bon, évidemment, ça lui a permis ensuite de se lancer dans ce premier film où ce serait un enfant qui serait le centre du récit, avec beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance.
Et on le sent même quand il fait passer des essais, puisque vous l'avez dit, Antoine Debec, pour les 400 coups comme pour les Mistons, il va faire passer une petite annonce dans France Soir, grâce à son ami France Roche, qui est la critique du journal à l'époque, cherche un garçon de 12 à 14 ans pour tenir un rôle au cinéma. Des garçons, il s'en présente une centaine qu'il auditionne de septembre à octobre 1958, et parmi eux, il y a lui. On n'a pas mis ton âge sur la lettre. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans. T'as 14 ans? Oui. Ah bah c'est un peu vieux hein, pour les rôles principaux. Oh oui, mais je suis pas très grand. Hein. Ah bon? Tu parais 12 ans et demi, tu crois? Bah, je pense. Et... Puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Et ben, bon, C'est du ailleurs? oui, Ah bon? c'est pour ça, parce que le gars penseur, moi... Non. Non. Et tu vas en classe où? Oh bah, ça, je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis... Hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement. Ah bon? Ça me fait des vacances, quoi. Ouais. Sinon tu es en pension? Voilà. Oui, je suis en pension interne, quoi. Ah bon? Je sors juste aux grandes vacances. Mais là ils vont pas être contents alors de te voir manquer comme ça. Oh, mais eux, ça fait rien, du moment que je suis content. Ah bon? C'est essentiel. Et ta maman joue hein, au cinéma? Oui, oui, aussi. Quel nom? Comment elle s'appelle? Jacqueline Pierreux. Ah ouais. Et tu connais Monsieur Domarquis, je vois. Oh ben moi je connais pas grand monde, c'est ma mère qui le connaît, puis alors on l'a rencontré sur les Champs-Élysées. Ah bon? Alors ma mère justement elle a dit tiens monsieur, enfin un ami, on a vu dans le journal pour qu'il fasse du cinéma, les enfants. Alors elle a dit il y a mon fils hein. Puis il a dit bon ben envoyez-le de ma part, puis alors de ma part on a envoyé une lettre de sa part. Il est gentil Monsieur Domarquis? Oh ben vous savez je l'ai vu 5 minutes, enfin il semble très gentil. Ouais. Sur la route comme ça. Et dans la vie tu es plutôt triste ou gai? Oh moi je suis gai, je suis pas triste. Ah bon? Bon, très bien, coupé. Oui, il est pas triste, évidemment. Lui, c'est Jean-Pierre Léaud, recommandé à Truffaut par un collègue des Cahiers du cinéma. On a entendu citer son nom, Jean Domarquis. Qu'est-ce qui, chez Jean-Pierre Léaud, séduit immédiatement Truffaut, Angelin? Extroverti, le contraire de Truffaut. Et c'est ça qui l'a... Parce que lui, c'était quelqu'un qui parlait peu, qui était timide, qui avait du mal à... Et comme il dit, quand il se compare lui enfant avec Léo, il dit moi j'étais sournois. Et Léo, on voit tout de suite qu'il n'est pas sournois du tout. Il sort les choses, et il s'exprime bien. Et en plus, je crois que c'était vraiment un acteur. Ça se voit tout de suite que c'est un acteur. Il a une présence, il a du charisme, il a de la répartie. Et donc ça, je comprends qu'il est tranché complètement sur la masse des autres enfants. Ce qui est étonnant, effectivement, Antoine Debec, quand on voit le scénario d'origine, par exemple, des 400 coups, c'est que le petit Antoine Doinel, qui ne s'appelle pas encore Antoine Doinel, il changera plusieurs fois de nom jusqu'à ce qu'on trouve après le tournage ou pendant le tournage son nom définitif, il n'est pas du tout écrit comme ça. Oui, le petit Antoine, appelons-le comme ça, ressemble à Truffaut. C'est un film qui est jusqu'au moindre détail autobiographique. Voilà, c'est comme ça que Truffaut a composé son récit. On a des lettres où il écrit à son copain d'enfance, Robert Lachenay, souviens-toi des souvenirs qu'on a eus en commun. Ils étaient ensemble à l'école, à l'école de la rue Milton, dans le 9e arrondissement. Et comment, voilà, il faut qu'on se rappelle nos souvenirs pour les mettre et ne rien oublier. Et c'est comme ça que le film est composé. Et donc le petit Antoine ressemble à Truffaut. Et comme vient de le dire Anne, c'est un petit enfant sournois qui cache, qui s'exprime peu parce que c'est le contexte familial qui veut ça. Il a découvert qu'il était un jeune bâtard. Il comprend que ses parents ne l'aiment pas, en tout cas ne s'occupent pas de lui. Il est laissé à l'abandon une bonne partie des week-ends pendant que ses parents vont marcher en forêt de Fontainebleau. Et il se constitue comme ça, avec cette sournoiserie de cacher de trembler en quelque sorte devant ses parents et de cacher ses émotions, de cacher ses comportements. Et donc on a cette fiche qui est un magnifique document où
où Truffaut prend des notes au moment des auditions, et donc il y a une fiche Antoine, et il le décrit par rapport à lui. Il y a une sorte de colonne, c'est une colonne Léo et une colonne Truffaut. Oui, j'allais dire qu'il est entre les deux. Il est entre les deux. Le personnage du film est entre Truffaut et Léo. Oui, c'est un personnage donc, fusionnel. Il a réellement ajouté une vitalité qui existait bien sûr chez Truffaut. Mais c'est pas tellement qu'il est Truffaut. Le personnage du film est silencieux. C'est un personnage qui parle très peu. Et j'ai regardé encore le film hier. Et je me suis dit, le nombre de scènes où il n'y a pas de parole dans ce film, c'est vraiment impressionnant. C'est un film d'image. Et justement, ce qui reprochait au cinéma de qualité, c'était de la parole. Trop de dialogue, etc. Et là, il a fait le contraire. Et les scènes silencieuses sont pratiquement les plus fortes du film. Les grandes scènes du film, sauf, Balzac, d'accord, oui, il y a les parents autour de lui, mais il y a beaucoup de grandes scènes puissantes dans le film qui sont complètement silencieuses, où il n'y a pas de parole, pas de dialogue. Et dans lesquels il essaye d'empêcher Jean-Pierre Léaud de sourire. J'ai retrouvé dans le livre de Carole Lebert, de Truffaut au travail, tout au long du film, j'ai lutté contre Jean-Pierre Léaud. Il était formidable, mais sa hantise, c'était qu'il allait être antipathique et il voulait toujours sourire. Pendant 3 mois, je l'ai empêché de sourire. Et c'est aussi une méthode de travail de Truffaut. Il l'a fait Angela. aussi dans Fahrenheit, il l'a fait dans La Peau douce. Il y avait tous ces pauvres acteurs muselés, ils n'avaient pas le droit d'avoir d'expression, parce que tout passait par autre chose. Il faisait passer quand même exactement ce qu'il voulait dire sur l'enfant, mais par tout le langage du film. Il voulait pas qu'on s'attendrisse sur cet enfant. C'était la dernière chose qu'il voulait. Il voulait pas qu'on ait pitié de lui. Antoine Debec, on pourrait brosser quand même très rapidement l'épopée d'Antoine Doinel, parce que ce sont des aventures qui se feront en 5 films. Comment est-ce que ce personnage de Doinel, donc qui apparaît souriant, mais faut pas qu'il sourie, avec une vitalité incroyable, va évoluer au fil des épisodes, des aventures de Doinel? Alors il va évoluer d'abord tout simplement biologiquement en vieillissant, et c'est vrai que c'est une aventure assez extraordinaire pour Truffaut de pouvoir suivre ce personnage d'Antoine Doinel à travers cet acteur de Jean-Pierre Léaud, à travers les différents âges de sa vie, depuis 13 ans jusqu'à à la fin, dans L'amour en fuite, on est devant un jeune adulte. Donc ce passage comme ça, tous ces passages, tous ces moments initiatiques de la vie, Truffaut va pouvoir les filmer à partir de ce double matériau, qui est sa propre vie, puisque à chaque fois ce sont des étapes qu'il a vécues de façon souvent très parfois bouleversante, parfois un petit peu plus détachée, mais enfin ce sont des moments qui ont été très importants dans sa vie et qu'on trouve par exemple dans les journaux intimes que Truffaut a pu tenir au moment de son enfance et de son adolescence. Et puis d'autre part, le second matériau, c'est l'évolution de Jean-Pierre Léaud lui-même. Et c'est vrai que ce personnage de Doinel va se situer d'emblée entre Truffaut et Léaud, et va évoluer. Truffaut le fait évoluer en lui confiant même presque ce personnage, c'est-à-dire que de plus en plus Doinel se rapproche de Jean-Pierre Léaud. Il garde évidemment des éléments autobiographiques très forts, mais c'est Jean-Pierre Léaud qui l'incarne, c'est Jean-Pierre Léaud qui lui donne sa voix, qui lui donne son corps, sa manière littéralement étrange de jouer, et donc c'est vrai que ce personnage, il est assez unique dans l'histoire du cinéma, d'avoir comme ça cette chance de pouvoir suivre sur 5 épisodes un personnage vieillir, un personnage devenir un homme, et en même temps ce personnage dit aussi un petit peu tous les écueils que Truffaut a pu rencontrer au cours de son existence, notamment le grand problème de Doinel, qui est déjà présent au moment des 400 coups, c'est ce rapport à la vérité qui est étrange. C'est un personnage qui n'hésite pas à mentir, à se mentir, et qui d'autre part a beaucoup de mal. Et pourquoi est-ce qu'il ment? Parce qu'il a du mal à s'intégrer dans la société. C'est un personnage fondamentalement asocial. Ça commence dans la famille et ça continuera dans la société. Donc c'est un personnage qui est très riche, très complexe. Entre les deux, il y a une magnifique photo de Avedon qui photographie Truffaut et Léaud ensemble, les deux visages. Et c'est comme ça, ce personnage a 2 visages. Ça, c'est très important. Le personnage va beaucoup s'alléger dès le second film. C'est L'amour à 20 ans.
Et là, déjà, c'est plus le même personnage que dans les 400 coups. Et Douanel, ça va être le côté comédie, évidemment, chez Truffaut, mais aussi le côté léger. C'est Danet qui disait, il avait écrit un article disant que Truffaut était Mr. Hyde, quel est l'autre Jekyll et Hyde. Et c'est vrai que le côté léger va se détacher avec la série Douanel, et puis il va y avoir l'autre filon qui commence avec le tirer sur le pianiste, la peau douce, et donc il peut alléger, il peut libérer Douanel de tout ce qui pèse sur lui dans les 400 coups. Et donc il est d'ailleurs à la fin, au moment, il n'était pas très content de L'amour en fuite, et il disait on peut plus rien faire avec Douanel. Parce que justement, et comme vous le disiez, on peut pas le socialiser. Il est toujours en dehors du social, du réel. On peut pas lui donner de métier. C'est impossible de lui donner un métier. On le voit dans Domicile conjugal. On lui donne des métiers ridicules. Hein. Il teint des fleurs, il fait l'interprète pour des Américains alors qu'ils parlent pas anglais, etc. Il fait le détective dans Baiser volé. Enfin voilà. Il fait des sortes de métiers d'enfant en fait, de oui, rêves d'enfant. Ah, toujours. Antoine Douanel doit rester un enfant, ou en tout cas un adolescent. Donc on retourne aux 400 coups. Antoine Douanel est écolier. Enfin quand il va à l'école, hein, parce qu'il aime pas beaucoup ça. Il aime beaucoup l'école buissonnière, surtout quand il a oublié d'écrire sa punition, et puis parfois il faut retourner à l'école, et là il faut bien inventer une excuse, un personnage qui n'hésite pas à mentir, disiez-vous, exemple. France Culture, les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot. Je me demande ce que je vais pouvoir trouver comme excuse. Ça faut trouver quelque chose d'énorme, plus c'est gros, plus ça passe. L'année dernière, quand ma mère s'est cassée la guibole, je suis rentrée aussi sec à l'école. J'ai tout raconté, sauf qu'elle était bourrée, y a pas eu besoin de mots. Oui d'accord, mais je peux pas raconter un truc pareil, mon vieux, écoute. Non mais en tout cas, faut pas qu'on rentre ensemble à l'école. Ouais, ça de toute façon, hein, tu parles au premier. Ah, te voilà, toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein? Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot. J'en ai pas, monsieur. Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fiche-toi. Excuse-moi, Monty, je pouvais pas savoir. Elle était malade? Bah oui, monsieur. Il fallait m'en parler. Faut toujours se confier à ses maîtres. Allez, rejoins tes camarades, là. Qu'est-ce que t'as trouvé comme excuse? Oh, laisse-moi tranquille. Le problème de ce genre d'excuse, évidemment, c'est que ça ne peut servir qu'une seule fois. On est là dans une inspiration directement autobiographique, hein. Sauf que je crois savoir que dans l'enfance de Truffaut, c'était son père qui l'avait tué verbalement auprès de son professeur, Antoine Debec. Oui, c'est d'ailleurs le cœur du projet. Le film vient de là, hein. C'est-à-dire c'est un court récit que Truffaut met en forme, qui s'appelle La fugue d'Antoine, et qui a l'intention d'en faire un court-métrage, d'intégrer un de ces films à sketch, comme il commence à y en avoir quelques-uns sur l'enfance. Et le cœur du film, c'est ça, c'est cette fugue avec qui est conditionné par ce mensonge, et qui a valu effectivement à Truffaut la venue de son père en plein cours pour lui administrer une gifle monumentale, donc une humiliation qu'il met au centre du film. Et ensuite le film va s'étoffer de tous les détails de l'enfance autour de celui-là. Donc ça donne aussi le ton du film. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. C'est quand même aussi l'histoire d'un enfant
sournois menteur, mais d'un enfant malheureux, essentiellement, qui ment parce que il est acculé. C'est comme ça qu'il le dit à son maître. Voilà, c'est comme s'il lui dit... D'ailleurs, Truffaut a raconté comment il avait demandé à Léo de lui dire cette phrase, ma mère est morte. Il faut lui dire comme tu veux quelque chose, bah voilà, c'est ça, ma mère est morte, ça t'emmerde, hein, voilà. Oui, c'est ça t'emmerde. C'était ça qu'il avait dit à Léo. Donc voilà, Truffaut, le jeune Truffaut qui raconte ses souvenirs, il est dans cet état d'esprit. Il est révolté en fait par son enfance, par ce qu'il a vécu. Dans la logique du film aussi, si on retourne dans la fiction, cette scène suit la découverte de l'amant de la mère. Et le mensonge n'est pas concerté du tout. On voit bien qu'il est là, il cherche quelque chose désespérément. Et c'est comme un cri du cœur. Parce que ce qu'il vient de voir, sa mère, il ne la connaît pas. C'est pas la mère avec elle il était avant. C'est un nouveau personnage. Et la mère qu'il connaissait, elle est morte. Et donc, cette blessure d'origine qui est en train de se révéler dans le film, une espèce de faille qu'on va retrouver ensuite dans tous les films surtout les films de la fin, et qui va déboucher sur ce qu'il va appeler le trou noir, et qui est quelque chose qui remonte à l'enfance, qui remonte justement à l'époque des 400 coups, à ce qu'il a subi à cette époque-là, et qui va ensuite être traduit dans les films par des dépressions, des suicides, comme dans La femme d'à côté, Muriel dans Les deux Anglaises, Adèle H, La folie. Donc cette blessure d'origine qu'on découvre dans les 400 coups, elle va marquer toute l'œuvre. Absolument, elle va marquer. Alors il y a le côté comédie de Truffaut, mais il y a aussi ce côté tragique qui est. Cet enfant était marqué. Il disait toujours que le destin humain se définit entre 8 et 12 ans. Et évidemment, à l'époque des 400 coups. On dira toujours qu'il n'a pas eu une enfance malheureuse, mais une enfance boiteuse. Et cette dimension autobiographique, il va pas tellement vouloir la mettre en avant on avait parlé dans le premier épisode de cette série comment à la sortie de Citizen Kane, Orson Welles se dit mais pas du tout, ça n'a rien à voir avec Hearst. Truffaut va faire un peu la même chose dans un article de Art, le journal dont on parlait, le jour de la sortie du film, le 3 juin 1959. Il écrit un article qui est intitulé Je n'ai pas écrit ma biographie en 400 coups. C'était à cause de ses parents, hein. Parce que ses parents étaient blessés on peut le comprendre. Et il a voulu les écarter, dire c'est pas mon histoire, ça n'a rien à voir avec ma famille, ma mère, elle n'est pas comme ça. Et ensuite, d'ailleurs, ce film a créé une rupture entre eux qui a duré plusieurs années, hein. Sa mère a eu beaucoup de mal à accepter l'image qu'il avait projetée d'elle dans ce film. On a des échanges de correspondance, hein, entre la mère se mure dans le silence. Effectivement, elle ne voudra quasiment plus revoir son fils. C'est le père, Roland Truffaut, hein, qui monte un peu au créneau, avec aussi d'autres membres de la famille qui avaient pu connaître le petit François. Et les échanges sont extrêmement violents. Je veux dire, la famille, assez à juste titre, ne va pas voir le film. Ça, c'est aussi quelque chose que Truffaut reprochera à ses parents. Ils ne veulent pas voir le film parce qu'ils en ont entendu parler. Ils ont, voilà, c'est un film qui, à partir du Festival de Cannes, devient vraiment public. Tout le monde parle de l'enfance malheureuse, tout le monde, et ce cas d'école de l'enfance malheureuse pour cette famille, c'est son propre fils. Donc ils ne comprennent pas. Et donc ils lui écrivent de façon très violente. Et Truffaut répond dans une lettre absolument bouleversante où il explique à ses parents qui n'en ont pas conscience combien il a été malheureux. Et malheureux ce n'est pas un enfant battu, ce n'est pas un enfant c'est un enfant pas aimé en fait. Il n'est pas aimé et rejeté. Ils veulent pas de lui. Hein. Ouais. Rejeté et on lui ment. Je crois que c'est ça, parce que on dit que lui, il ment, mais on lui a menti sur des choses essentielles. Le grand moment de l'enfance de Truffaut, c'est quand il découvre que Roland Truffaut n'est pas son père, alors que c'est lui qu'il aimait. Il aimait le père, il pensait... Alors, il écrit des lettres bouleversantes à Roland Truffaut en lui disant... c'est toi que j'aimais. Je croyais que c'était toi, mon vrai papa, et que c'était elle. Il y avait quelque chose. Il dit, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui se passe, qui allait mal, qui était pas normal quand j'étais enfant. Mais je croyais que le problème c'était elle, que c'était elle qui était pas ma mère. Et donc il découvre que celui qu'il aime n'est pas son père. Et son père, c'est un inconnu. Et c'est exactement le même genre d'enfance que Modiano.
le mensonge, le rejet et le mensonge. Des enfants qu'on n'aime pas et à qui on ment, mais à tour de bras. Modiano, c'est le père de Modiano, c'est quand même pas mal. Mais enfin, c'est la même chose pour Truffaut, puisque son père, finalement, il découvre qu'il le connaît pas. Donc, à partir de là, c'est sûr que Truffaut s'engage d'ailleurs dans une lettre à ses parents à démentir le côté autobiographique du film. Donc il le fait de façon très officielle, comme une sorte de en donnant un entretien à Art, le journal d'où il vient. Donc voilà. En même temps, c'est vrai que dans la composition du film, c'est le rôle d'un scénariste qui s'appelle Marcel Moussy. Il y a effectivement une part de fiction, il y a une part de mise en forme. Évidemment, Truffaut n'a pas tourné un documentaire sur sa propre offense. Oui, il dira à Marcel Moussy, tout comme André Bazin m'a aidé à rectifier le tir dans mon existence, vous allez m'aider à réaliser un film qui sera mieux qu'une confession géniarde et complaisante, un vrai film. Et la structure du film est très intéressante, Anne Gillin, parce qu'il avance par petits blocs de 5 minutes à peu près, qui a une logique souterraine qui n'est pas du tout apparente. Exactement comme Modiano. Modiano, c'est pas autobiographique non plus. C'est chaque fois. Enfin, il y a en effet une logique impeccable dans ce film. Moussy l'a essayé, il dit que Moussy l'a beaucoup aidé dans l'enchaînement des épisodes. Et c'est une construction à partir d'un vécu. Et ce vécu se projette sous une forme, enfin moi je reviens toujours à la métaphore chez Truffaut. Chaque film de Truffaut est une métaphore sur un vécu très profond, très personnel, vraiment personnel, mais c'est pas de l'autobiographie, c'est une construction. Et avec sa logique de fiction, et il était très très fort là-dessus, Truffaut. En plus, il se faisait aider quand il avait des doutes. Par exemple, pour les 400 coups, il a été aidé non seulement par Moussy, mais par Deligny. Beaucoup par Deligny. Qui est Fernand Deligny, rappelez-le. Alors, Fernand Deligny, on dirait un psychiatre qui s'occupe à ce moment-là d'enfants autistes et qui a voulu travailler hors de l'institution psychiatrique qu'il trouvait trop contraignante, voire concentrationnaire, texte très violent de Deligny contre l'institution psychiatrique, et qui part presque à l'aventure avec ses enfants, avec un groupe d'enfants qu'il a réunis autour de lui. À ce moment-là, il est dans le Massif central. Il s'est installé vers Saint-Thior. Et Truffaut a lu des textes de Deligny. C'est comme ça qu'il le rencontre. C'est un ami de Bazin. Bazin, oui. Deligny avait collaboré avec Bazin à travailler culture. Oui. Mais Truffaut lit Adrien Lhomme, par exemple, qui est une sorte de roman de Deligny à partir de son expérience avec les enfants autistes, et le contacte, lui écrit via Bazin pour le rencontrer, pour lui soumettre son scénario. Et donc Deligny lui répond. On a des très beaux échanges entre Truffaut et Deligny dans les archives de Truffaut. Et Truffaut va même à Saint-Thior, à la Cordée, ça s'appelait comme ça, pour voir Deligny, pour voir la façon dont Deligny travaille, élève des enfants. Et il sera très marqué par Deligny. Il reprendra le contact au moment, par exemple, de l'enfant sauvage. Tous les films sur l'enfance sont marqués par la présence de Deligny, qui lui dit notamment c'est par Deligny en fait que va se construire une des séquences les plus célèbres c'est Deligny a vu le scénario, il était écrit, c'était un dialogue entre la psychologue et Antoine Doinel, et Deligny lui a dit de le mettre à la poubelle. Il a été très 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 catégorique là-dessus, en disant que parce que c'était un psychiatre, mais il détestait les psychiatres. C'était un franc-tireur dans ce domaine-là. Il avait des méthodes tout à fait nouvelles. Et donc, c'est grâce à lui que la scène de la psychologue a été complètement reprise par Truffaut, en supprimant la psychologue et en faisant ce face-à-face. Et c'est aussi à Deligny qu'on doit la course vers la mer. C'est lui qui a suggéré qu'on termine le film par une évasion. Ça, on va en reparler tout à l'heure, parce qu'on est encore, pour l'instant, à peu près au milieu du film, parce on parlait de cette structure qui avance impeccablement, mais il y a aussi dans les 400 coups des scènes qui peuvent sembler purement gratuites, mais qui n'en sont pas moins, sont pas moins merveilleuses et qui ne sont pas gratuites du tout. Alors il y a celle-ci, par exemple, qui commence par Antoine et son copain René. Ils encadrent une petite fille inconnue qu'on n'a jamais vue, qu'on ne reverra plus du film. Ils la tiennent chacun par la main d'un côté et de l'autre. On est dans les jardins du Luxembourg. On se demande bien pourquoi.
faire ce qu'on veut. Il y en a bien quelques-unes dans le bureau de mon père. Alors faut pas se dégonfler. Mais on pourra jamais les revendre, elles sont toutes numérotées. On va la revendre, faut la mettre au monde piété. Ah, pas con. Ma mère a fait toute la baraque au monde piété. Ça y est. Vous écoutez France Culture, 10 films qui ont changé le cinéma. 3e épisode, les 400 coups, avec Antoine Debec et Anne Gillin. Et ce qu'on a entendu avant et après qu'Antoine et René ont fomenté le vol d'une machine à écrire dans le bureau du père Doinel, on le reconnaît à l'oreille, c'est une scène de Guignol. Et surtout la réaction entre effroi et extase des enfants spectateurs. Philippe Grandrieux s'en souviendra sans doute pour la séquence d'ouverture de son premier film, Sombre. Belle scène de Guignol, là aussi. Que vient faire cette séquence dans le film, Anne Gillin ? Elle est d'une logique impeccable. C'est un moment crucial. Il rentre dans la délinquance. À partir du moment où il va voler, il rentre dans la délinquance, il s'exclut de la société normale. Et que cette discussion sur le vol se passe devant ce Guignol où les enfants normaux, ça nous montre, un enfant délinquant, il est exclu de l'expérience de ces enfants devant le Guignol. C'est-à-dire la possibilité de rentrer dans un espace de jeu, un espace de liberté, un espace où les sentiments peuvent couler à flot. On a tous ces visages de petits enfants avec plein d'expressions merveilleuses. Et derrière, on a ces deux garçons qui sont beaucoup plus âgés. Donc déjà, on voit qu'il y a ils sont en retard, ces enfants. Non seulement ils sont en retard, mais en plus, ils ne sont plus du tout dans la société normale, dans le développement normal d'un enfant. Et donc, la logique, c'est de dire, voilà, Antoine, voilà ce qu'il a perdu. Et à ce sujet, si je peux dire un mot, pour moi, le film qui forme un diptyque avec les 400 coups, c'est Le Dernier Métro. Puisque c'est la même période de la vie de Truffaut, c'est l'occupation. Sauf que dans les 400 coups, on a l'enfant et pas le décor, puisque c'est tourné en 1958, et que dans Le Dernier Métro, on a le décor, mais on n'a pas l'enfant. Donc c'est une période tellement cruciale pour lui, qu'on a toujours l'impression qu'il l'aborde avec beaucoup il est obligé de mettre une distance d'une façon ou d'une autre. Cela dit, c'est les deux plus grands succès de Truffaut financièrement. Donc il est arrivé à toucher le public d'une façon très profonde. Et pour moi, je parle de diptyque parce que d'un côté, dans les 400 coups, on a tout le côté, la blessure de l'enfance, la faille, ce qui va rester en lui, ça va jamais se refermer, et qui, après ça, se manifestera dans tous les désordres amoureux, le vœu de mort aussi qu'on trouve dans certains films. Et les derniers métros, pour moi, la salle de théâtre, c'est les cinémas de l'enfance de Truffaut. Et pourquoi les cinémas ? Parce que d'abord, on est protégé complètement. Le monde extérieur est très dangereux, comme dans les 400 coups. Mais là, il y a quelqu'un qui protège. C'est fermé. C'est une petite bulle où il y a ce groupe plein d'échanges, un groupe extrêmement chaleureux, où on crée. Justement, la créativité qui s'exprime dans le Guignol, on le trouve dans la salle de cinéma, dans la salle de théâtre, dans Le Dernier Métro. Mais les cinémas de son enfance, et qui sont aussi dans Le Dernier Métro sous la protection d'une femme très forte et inquiétante, comme la mère des 400 coups. C'est un peu le même personnage, Catherine Deneuve. Toutes les deux, elles cachent quelque chose. La mère cache un amant, le personnage de Catherine Deneuve cache un mari. Donc, le personnage de Depardieu est inquiété par cette femme. Il est attiré et inquiété. C'est un peu la même relation qu'Antoine et sa mère. Mais là, on est dans cet espace privilégié qui va représenter tout le bonheur de l'enfance de Truffaut. Parce que ce qui se passe pour lui, c'est que quand il rentre dans le cinéma, il devient un autre homme, un autre garçon. On lui dit à l'extérieur, tu es un petit crétin, un petit voyou, tu es un bon à rien, tu n'iras nulle part. Il rentre dans le cinéma et son imaginaire marche à plein régime et il sait très bien qu'il a une force énorme en lui. Il se découvre dans les cinémas. C'est quelque chose qui va lui permettre il dit, ça m'a sauvé la vie, de passer les journées dans le cinéma. Et donc, les deux films, ça forme un diptyque avec les deux versants de l'expérience de son enfance et le côté salvateur de l'expérience cinéphilique. Il y a un autre film qui est en lien assez direct avec les 400 coups, c'est L'Argent de poche, dans lequel on retrouve, Antoine Debec, certains épisodes qui avaient été écrits au départ.
Oui, c'est vrai que l'argent de poche fonctionne d'une certaine manière comme une sorte de réserve, puisque c'est aussi un film de caractère autobiographique, en tout cas, où certains épisodes de la vie de Truffaut qui avaient donc été listés comme ça dans ces listes que Truffaut a fait toute sa vie, pour préparer ses films. Il appelait ça la méthode des boîtes à chaussures. Et, voilà, on jetait dans une boîte à chaussures tous les éléments, tous les matériaux, tout le matériau qui permettait de faire le film. Donc des idées, des articles de journaux, des détails autobiographiques. Et donc dans la boîte à chaussures des 400 coups, qui était sans doute trop remplie, et bien un certain nombre d'éléments vont se retrouver quelques années plus tard dans l'argent de poche, avec toujours le même travail aussi de Truffaut sur la fiction, sur l'invention, récupérer des histoires qui arrivent à d'autres aussi, c'est évidemment ça qui est très important, notamment à ces acteurs, aux jeunes acteurs qui vont jouer dans l'argent de poche. Donc oui, cette méthode de Truffaut, avec notamment les enfants, c'est quelque chose qui est essentiel et qui je pense a aussi une valeur, une vertu de manifeste dans le cinéma de Truffaut. Il faut pas oublier cette séquence qu'on a écoutée au Guignol. Alors c'est tourné au Ranelagh et pas au Luxembourg. C'est l'autre Guignol de Paris, important à Paris. C'est à la fois aussi une scène autobiographique, c'est-à-dire que c'est la manière dont le petit Truffaut, avec son copain Robert Lachenay, pouvait se faire de l'argent de poche, en gardant, c'est du babysitting en fait, ils accompagnent des enfants au Guignol. Mais ce qui est très fascinant dans cette séquence, c'est que tout ça, d'une certaine manière, s'efface. On n'a plus cet aspect-là. On a effectivement ce moment où filmer l'enfance, c'est dire à la fois ce qui va manquer à Truffaut, c'est la perte de l'enfance. Effectivement, ce personnage perd ce qu'il est en train de montrer, et c'est aussi une manière de prendre place dans le cinéma de l'époque, de façon polémique, notamment un film qui a été un film de rejet absolu pour Truffaut, c'est le film de Delannoy, Chien perdu sans collier. Ouais. Dans les mistons déchirent l'affiche de Chien perdu sans collier, et cette scène du Guignol, c'est une manière de dire à la profession, de dire à Delannoy, c'est comme ça qu'on filme l'enfance. Ce n'est pas en faisant des petits singes savants. Et ça c'est quelque chose qui est très fort. Une chose très importante, je crois, chez Truffaut, moi je crois que le fait qu'il n'a jamais été scolarisé, ça a joué un rôle pour son développement artistique très positif. C'est-à-dire que son imaginaire n'a jamais été bridé. Et il est resté, je sais pas d'où ça vient, mais il y a eu un imaginaire enfantin, mais dans le bon sens du mot, innocent, spontané, qu'il a toujours sauvegardé. Et l'argent de poche, moi je dis que c'est un film bilingue. C'est un film à la fois dans le langage de l'enfance et dans le langage adulte, et qui peut plaire aux deux publics. Parce il dit qu'au départ il a voulu faire un film pour les enfants avec l'argent de poche. Mais quand même, il faut se rappeler que dans l'argent de poche, il y a quand même l'enfant martyr. Donc on retrouve la blessure d'origine, mais c'est un film dynamique. Il y a une admiration folle pour la vitalité, le flot d'enfants qui descend à toute vitesse les rues. Et d'ailleurs, à ce sujet, l'espace vertical chez Truffaut, c'est incroyable, l'espace vertical, on le trouve partout. Et je ne sais pas si on va parler du rotor, mais le rotor, c'est l'endroit où il n'y a plus de pesanteur, donc on ne va pas vers le bas. Parlons-en du rotor, justement, qui pourrait sembler une scène gratuite aussi, qui n'est pas là pour faire avancer le récit, mais qui est complètement métaphorique, là encore. Alors là, j'ai dit que la scène où il dit « maman est morte », c'est juste après la découverte de l'amant. Là, on est juste avant. Donc c'est une scène de bonheur. C'est une des rares scènes de bonheur total dans le film. On est encore au début, il n'est rien arrivé de catastrophique, il a juste raté une journée à l'école, il est en train de la rater. Et alors, quand la scène du rotor, Truffaut est dans le rotor, Donc c'est quand même une signature un peu à la Hitchcock, où le créateur va être avec sa créature. Et tous les deux vont tourner ensemble.
Donc, alors quand on sait à quel point l'espace, alors on a beaucoup dit que c'était une représentation des premières machines de cinéma. Bon, certainement, c'était certainement présent à l'esprit de Truffaut. Mais le fait qu'il y ait une apesanteur, je crois que c'est capital, parce que si on commence à regarder les films de Truffaut par rapport à l'espace, on descend, ça va mal, on monte, ça va. Enfin, ça paraît ridicule, mais c'est ce langage métaphorique de l'espace, des mouvements du corps dans l'espace. C'est des choses universelles et fondamentales que n'importe quelle culture, c'est lisible dans n'importe quelle culture et à n'importe quelle époque. Et je crois que c'est une des grandes forces des films de Truffaut, c'est cette universalité des objets, de la représentation. Donc le rotor, c'est un moment de bonheur parfait. C'est un bonheur. Il est comme un enfant, il est comme un bébé. Il est comme un bébé. Ça a un côté ventre de la mère aussi, si on veut. Hein. Et juste à la sortie du rotor, c'est là qu'il va tomber sur sa mère et son amant, et que le monde va s'écrouler pour lui. Vous l'avez signalé tout à l'heure, vous l'avez anticipé. La voici enfin, une des scènes les plus célèbres du film. France Culture, les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot. Pourquoi as-tu rapporté la machine? Oh bah parce que comme je pouvais pas la revendre, comme je pouvais rien en faire, moi j'ai eu peur. Je sais pas, je l'ai rapporté. Je sais pas pourquoi, comme ça. Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère. Elle m'avait invité, c'était le jour de son anniversaire. Et puis alors, comme elle est vieille, elle mange pas beaucoup. Et puis elle garde tout son argent, elle en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui fauché des ronds, quoi. Je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle s'en est pas aperçue. Elle m'avait offert un beau bouquin ce jour-là. Alors, ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit, elle est sans doute venue. Puis elle a fauché les ronds, parce que le lendemain, je les ai plus trouvés. Puis elle m'en a parlé, alors j'étais bien forcée d'avouer que je les avais pris à ma grand-mère. Alors à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Puis un jour, j'ai demandé parce que je voulais le lire. Puis je me suis aperçue qu'elle l'avait revendu. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Bah, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère? Parce que d'abord, j'étais en nourrice, puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Puis ma grand-mère, elle a vieilli, tout ça, elle pouvait plus me garder. Puis alors je suis venue chez mes parents à ce moment-là, mais j'avais déjà 8 ans, tout. Et puis je me suis aperçue que ma mère, elle m'aimait pas tellement, elle me disputait toujours, et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes. Alors, aussi, genre, quand il y avait des scènes à la maison, j'ai entendu que ma mère, elle m'avait eu elle m'avait eu fille-mère, quoi. Et puis, avec ma grand-mère aussi, elle s'est disputée une fois. Et là, j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis, si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère. Voilà, les choses sont dites. Oui. C'est une des scènes, je l'ai dit, les plus célèbres des 400 coups, et pourtant elle est très à part dans le film Antoine de Bègue, parce que rappelons que c'est François Truffaut qui pose les questions. La voix de la psychologue est rajoutée en post-production, mais c'est la seule scène qui est tournée en son direct, une scène où il demande à toute l'équipe technique de sortir, une scène qui rappelle les essais avec Jean-Pierre Léaud qu'on a entendu au départ, parce qu'il faut rappeler que malgré l'idée qu'on se fait de la nouvelle vague, surtout sans doute à cause de Godard, c'est pas du tout un tournage commando avec une toute petite équipe, une petite caméra. On est dans un tournage classique avec du matériel lourd, du 35 mm, un chef opérateur chevronné qui est Henri de Quay. Et là, il va chercher complètement autre chose. Oui, c'est une scène qui peut être lue aussi comme un pendant de la scène de Guignol, hein, justement, d'obtenir quelque chose qui est l'authentique, une sorte de vérité de l'enfance. C'est une scène donc qui a été indiquée, réécrite, changée à la suite des remarques de Fernand Deligny. Et ce que cherche à avoir Truffaut dans cette scène, ce n'est pas un dialogue entre un enfant dans une institution psychiatrique et une psychologue,
comme Truffaut l'avait vécu. C'est une scène aussi qui s'inspire de ce que Truffaut avait vécu. Un dialogue avec une psychologue qui a été très importante pour Truffaut. C'est purement les réactions de Douanel, de l'enfant. Et c'est pour ça que c'est tourné comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas tourné comme un dialogue. Il n'y a que des plans sur l'enfant. Il n'y a pas de contre-champ à part la voix rajoutée effectivement après le tournage. Et donc il faut cette intimité parce que c'est un moment où Douanel doit donner sa vérité. Oui, et il ne peut pas y avoir d'équipe autour, il ne peut pas y avoir... La technique ne doit pas empêcher la prise de parole. Oui, la deuxième moitié du film, il s'enfonce dans le silence. À partir du moment où il est séparé de René, il ne peut plus parler à personne. Et brusquement, il y a cette scène, il y a ce flot de paroles, et surtout cette authenticité, cette vitalité, cette énergie, cette absence totale. Il a l'air d'un enfant tout à fait normal. Et je parlais de l'enfant Truffaut qui dans les cinémas se retrouve lui-même, se ressource. C'est cet enfant-là qu'on voit dans la scène avec la psychologue. Cet enfant qui sait qu'il a une force intérieure, qu'il a une puissance, qu'il est capable de... et qui analyse tout avec une lucidité vraiment admirable, et qui parle d'avortement, donc qui est le côté mortifère de la mère, il en est tout à fait conscient, et Truffaut disait que le mot d'avortement, il l'avait découvert dans Le Corbeau, le film de Clouzot, qu'il avait regardé au moins une dizaine de fois pendant l'occupation, et l'avortement, il avait découvert aussi la réalité de cette... et qu'il avait frôlé la mort, c'est ce qu'il dit donc il sort tout. C'est vraiment une scène glorieuse où l'enfant reprend le pouvoir, reprend sa force. Et ça va être confirmé par la fin du film. Oui, parce que cette scène annonce la fin du film. Oui, c'est-à-dire qu'on a tous été frappés, et les spectateurs, dès la découverte du film, par ce regard caméra final, extrêmement fort, sauf qu'il est déjà là, dans cette scène avec Absolument. la psychologue. Antoine Douanel nous regarde et nous parle. D'abord, la course vers la mer reprend toute la dynamique rythmique, le rythme, les forces du film. Chaque scène, il y a un élan de vitalité qui est brisé. C'est les scènes à l'extérieur où il court dans la rue, il arrive à la maison, il arrive à l'école, paf, il est coincé, brisé, ça se gèle. Donc, cette dernière scène résume, concentre tout le mouvement du film. Il court vers quelque chose. Et la course est longue, il y a 3 très longs plans. Et il est bloqué à nouveau, mais il est bloqué par la mer. La mer, c'est pas la même chose qu'un mur ou un petit appartement ou l'école. C'est une immensité. Donc il y a quelque chose, c'est à la fois menaçant parce qu'il y a des spectateurs qui ont cru qu'il allait se suicider, par exemple. Mais il se retourne, donc il va pas se suicider. Et là, il nous regarde, il regarde la caméra et on est directement mis en cause. Donc, c'est une scène iconique, on peut vraiment dire que c'est une scène iconique du cinéma mondial. C'est James Gray qui a dit que c'était le plus beau final de film de toute l'histoire du cinéma. Parce que c'est bourré de contradictions. Il y a à la fois ce mouvement vers la liberté, la mer, qui toujours, normalement, est associée avec des choses positives. Il arrive sur un rivage qui est une image de naissance. Et là, il se retourne. Et il y a cet arrêt sur image qui bloque tout ce mouvement d'espoir, de vitalité, d'optimisme. Donc, ça interpelle. Nécessairement, c'est une scène énigmatique qu'on peut interpréter de tout un tas de façons différentes. Et je crois que c'est ça qui la rend iconique, parce que elle se grave dans la mémoire, parce qu'elle est un questionnement. C'est pas un happy end. C'est certainement pas du tout un happy end. En même temps, c'est pas entièrement négatif. Il y a tout, Il y a toutes les dynamiques du film qui sont, c'est un final éblouissant. C'est magnifique. Une scène tellement iconique, Antoine de Becq, elle sera presque un gimmick pour beaucoup de cinéastes qui voudront marquer leur admiration et afficher leur admiration pour Truffaut. On peut penser à Léo Scarax dans Mauvais sang, et très récemment Paul Thomas Anderson dans Licorice Pizza. Ça court beaucoup. Et quand la course dure, on se dit, ça, c'est un hommage aux 400 coups. Oui, c'est sûr que je pense que c'est là où Truffaut se montre non seulement un autobiographe, un autofictionnel, mais un grand cinéaste. Voilà, je
Je pense que c'est ce mouvement la longueur de ce mouvement et ce reflux de la mer et ce regard caméra. Alors on peut l'expliquer avec tous les films que Truffaut a vus. Il y a des choses qui viennent de Bergman, il y a des choses qui viennent de Renoir, il y a des choses qui. Mais voilà, il y a quand même cette sorte de moment comme ça de création cinématographique où il donne une forme à la fin de son film qui est absolument géniale et qui va effectivement se graver dans l'histoire du cinéma et engendrer, exactement comme Truffaut a été engendré par du cinéma, cette scène va engendrer des cinéastes et va engendrer du cinéma. Et c'est vrai que c'est ce que Truffaut a vécu qui peut comme ça rendre au cinéma. Le cinéma l'a sauvé et d'une certaine manière, il va lui-même sauver des jeunes cinéastes qui vont voir ce film. Quand même, le film, moi, il m'a bien plu. Hein. Oui, mais il était pas marrant. Oh, comment il était pas marrant? Mais il avait du fond. Hein. Quoi? Il avait du fond. Ah oui. Le film. Oui. Alors, bravo.